Plus de 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes ce dimanche à l'occasion des élections législatives. L'alliance de droite et d'extrême droite est favorite pour l'emporter. Qualifiés de simulacres par de nombreux pays occidentaux, les référendums d'annexion se poursuivent dans les régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia. Devant les Nations Unies, Moscou répond violemment aux critiques des pays occidentaux sur la guerre en Ukraine. En Russie, plus de 700 manifestants contre la mobilisation ont été arrêtés. Après les Grandes Antilles, Fiona frappe l'est du Canada. Passée de la catégorie d'ouragan à celle de cyclone, la tempête a déjà privé 500 000 foyers d'électricité. Plus de 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes ce dimanche à l'occasion des élections législatives. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 h et fermeront à 23 h, heure à laquelle les premiers résultats seront connus. Sauf surprise, l'alliance de droite et d'extrême droite devrait l'emporter et Giorgia Meloni, chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, a de grandes chances de succéder à Mario Draghi au poste de Premier ministre. Si les prédictions des sondages se confirmaient, il s'agirait d'un séisme à l'échelle de l'Italie, mais aussi de l'Union européenne, qui devrait composer avec une dirigeante proche du Premier ministre hongrois, l'ultraconservateur Viktor Orban. De son côté, le démocrate Enrico Letta n'est pas parvenu à rassembler la gauche avant le scrutin législatif. Il doit notamment faire face à la concurrence du mouvement 5 étoiles anti-système qui s'est redressé après des années de recul. Dans les régions sous occupation de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia, les urnes continuent de circuler de maison en maison pour légitimer l'annexion imminente de ces territoires ukrainiens par la Russie. Les milices pro-russes installées dans ces régions ont également exprimé leur vote dans ces référendums qualifiés de simulacres par bon nombre de dirigeants occidentaux, ce que Moscou nie toujours. Les référendums se déroulent sur la base des décisions des autorités gouvernementales locales, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères à la tribune de l'ONU. Les conditions de ces référendums ont été publiées et, comme je l'ai déjà dit, la Russie, bien sûr, respectera l'expression de la volonté de ces personnes qui, depuis de longues années, souffrent des abus du régime néo-nazi. Côté ukrainien, comme ici à Kramatorsk, certains habitants constatent avec impuissance comment du jour au lendemain, ils pourraient passer sous pavillon russe. Qu'est-ce que je peux dire sur ces référendums? C'est évidemment illégal, dit cette femme. C'est notre territoire, le territoire ukrainien. Je pense qu'ils n'ont rien à faire ici. Nous sommes ukrainiens. Si les dirigeants du G7 ont condamné ces référendums et que le président américain Joe Biden a promis de nouvelles sanctions, la Russie semble déterminée à annexer de force ces régions. Lourdement critiquée depuis le début de la semaine par les chefs d'État européens et américains à la tribune des Nations Unies, la Russie a choisi de répondre par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov défend les référendums d'annexion dans les territoires ukrainiens occupés par les troupes russes et livre une violente diatribe. La russophobie officielle en Occident est sans précédent. Son ampleur est grotesque. Ils n'éprouvent aucune honte en dévoilant leur intention d'infliger une défaite militaire à notre pays, mais aussi de détruire et de fracturer la Russie. À Moscou, mais aussi dans d'autres villes de Russie, des opposants manifestent contre la mobilisation partielle décrétée par le Kremlin. Celle-ci pourrait concerner 300 000 personnes. Selon OVD Info, une organisation russe spécialisée dans le décompte des arrestations, au moins 710 manifestants ont été arrêtés sur la seule journée de samedi. Ce même jour, Vladimir Poutine alourdissait les peines encourues en cas de désertion ou de refus de rejoindre les rangs de l'armée, désormais passible de 10 ans de prison. En Iran, la colère ne retombe pas après la mort de Masha Amini, une jeune femme arrêtée pour avoir montré quelques mèches de cheveux. La répression non plus. Sur ces images, des manifestants sont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Depuis une semaine, les grandes villes d'Iran s'enflamment la nuit. Des manifestations contre le port obligatoire du hijab. Ce foulard qui recouvre les têtes des femmes se termine dans le sang. Déjà 35 morts selon les autorités iraniennes qui démentent toute implication, au moins 50 selon des ONG.
Et les arrestations se multiplient, plus de 730 personnes interpellées, accusées d'avoir participé à ces rassemblements. Vendredi soir, le ministre de l'Intérieur iranien a de nouveau affirmé que Mahsa Amini n'avait pas été battu par les forces de l'ordre. Une version qui ne passe pas à Erbil, au Kurdistan irakien. Quelques centaines de Kurdes se sont rassemblés devant les bureaux des Nations Unies. Objectif, dénoncer le meurtre de la jeune femme et les féminicides en Iran. Mahsa Amini, 22 ans, a été arrêtée à Téhéran pour port de vêtements inappropriés. Elle est décédée 3 jours plus tard pour des raisons toujours inconnues. Tripoli, au Liban, ce vendredi soir. Des dizaines d'ambulances transportent les corps des victimes du naufrage d'un bateau de migrants survenu la veille au large des côtes syriennes. Au moins 77 personnes ont péri, des Palestiniens, des Syriens et des Libanais qui tentaient de rejoindre Chypre pour fuir des crises sans fin. Il s'agit de la plus grande tragédie impliquant un bateau de migrants en provenance du Liban. Et pourtant, ce drame ne dissuade pas ceux qui cherchent à fuir une réalité devenue insoutenable, comme l'expliquent certains proches de victimes. Ils ont atteint un point où ils étaient prêts à mourir en mer, affirme l'un d'entre eux. Ils disaient cela, peu importe si nous mourons en mer. Des bateaux vont continuer à partir, pourquoi rester ici? Moi, si un bateau arrive ici et maintenant, je pars d'ici. Il n'y a pas de moyen de subsistance, explique un autre homme. Il n'y a pas de travail, pas d'avenir, nous sommes pris au piège. Les migrants qui ont survécu au naufrage ont été pris en charge en Syrie. Après Porto Rico et les Grandes Antilles, Fiona poursuit sa course au nord. La côte atlantique du Canada est à présent balayée par les intempéries. 500 000 foyers sont privés d'électricité, dont 400 000 dans la province de Nouvelle-Écosse, selon les opérateurs. La puissance du vent, avec des rafales à plus de 130 km/h et les fortes précipitations atteignent des niveaux jamais vus par le passé, selon les services de police. Passé de la catégorie d'ouragan à cyclone post-tropical, Fiona touche également l'île du Prince-Édouard. Selon les services météorologiques canadiens, il pourrait s'agir de la plus violente tempête de l'histoire du pays. La Belgique met à l'arrêt l'un des 4 réacteurs de la centrale nucléaire de Doel près du port d'Anvers. Un arrêt en vue d'un démantèlement prévu de longue date, dans le cadre du plan de sortie de l'atome du pays en 2035 et du développement des énergies renouvelables. Une opération polémique. La Belgique souffre de la hausse des coûts de l'énergie alors que le réacteur pouvait produire à lui seul 10% de l'électricité du pays. Le Qatar annonce la signature d'un important contrat avec l'énergéticien français Total Energy qui investit 1,5 milliard de dollars pour exploiter le plus grand champ de gaz naturel au monde, le North Field. Le géant français a déjà signé un accord à 2 milliards de dollars avec Doha en juin pour le développement d'un autre projet sur le même gisement sur fond de crise de l'énergie en Europe. C'est une autre conséquence de la guerre en Ukraine. Sa production de miel est en chute libre, moins 40% cette année. Le pays est pourtant l'un des plus grands producteurs au monde, avec plus de 65 000 tonnes par an. Oleksandr Parika a dû abandonner ses abeilles. Son exploitation se trouve dans la région de Kharkiv. Nos ruches sont situées à 15 km de la frontière russe, à l'extérieur de Kharkiv. À cette époque, c'était en février, les abeilles étaient en hibernation, mais je leur ai laissé de la nourriture. Et j'ai compris qu'il fallait sauver ma famille. Il fallait sacrifier quelque chose, alors nous sommes partis en laissant les abeilles. Seule la moitié de ces ruches ont survécu aux attaques de roquettes. Il a quand même réussi à produire du miel, une demi-tonne cette année contre 2 l'an dernier. Denis Soldatov, vice-président de l'Union des apiculteurs, est pessimiste pour l'avenir. L'Ukraine a sa ceinture de miel qui va du sud à l'est du pays. C'est-à-dire que les régions du centre, du sud et de l'est sont les plus productives. En raison de la guerre, nous avons une situation où la plupart de ces ruches ne sont pas en mesure d'être entretenues et où elles ont été endommagées. Donc l'Ukraine aura 30, peut-être même 40% de miel en moins à cause de la guerre. Ce sont de très grosses pertes. Les apiculteurs ukrainiens sont près de 300 000. Avant la guerre, ils exportaient plus de 3/4 de leur production
vers l'Europe.